26 ans, il a payé de sa liberté, il a payé de sa fortune, de sa santé, chaque fois arrêté, emprisonné. Il a tenu bon pour renforcer la démocratie, élargir nos espaces de liberté, faire en sorte qu'aujourd'hui, on soit dans cette position où on dit le Sénégal, franchement, non pas tant qu'il constitue une surprise, mais est un grand pays de démocratie. Et c'est comme ça que ça se passe dans un grand pays de démocratie. La campagne avait pourtant été assez tendue, surtout avant le premier tour. Il y a eu pas mal de tensions. Vous vous attendiez dans le camp de Macky Sall à ce geste, à cette acceptation très rapide de la défaite par le président sortant? Bonsoir madame. Je crois que ce geste de monsieur le président de la République n'est pas une nouveauté dans l'espace politique sénégalais. Déjà, lors de sa défaite historique du 19 mars 2000, le président Abdou Diouf l'avait fait. Donc, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien sous le soleil, il n'y a rien sous le ciel qui puisse exprimer autre chose que cette réalité tantôt décrite, laquelle exprime de manière très claire que le Sénégal est une démocratie mature. Mais au-delà, je crois également, dans les propos tantôt tenus, je perçois une autre vérité. C'est que l'écart était tellement énorme, les tendances aussi lourdes et fortement en faveur du candidat Macky Sall, que tout autre discours aurait pu risquer de faire basculer le Sénégal dans le chaos à la limite de la rupture interne. Donc ce sont ces facteurs-là qui, à mon avis, évidemment ramenés à l'équation individuelle du président de la République, qui durant toute sa trajectoire a fait montre quand même de son désir de bâtir un Sénégal démocratique, même si durant ces dernières années de règne, il y a eu quelques couacs, hélas, qui auraient pu ternir, ou bien qui ont terni, peut-être l'histoire en jugera un peu cette trajectoire fort belle en tant qu'opposant et dans les premières années de la gestion du pouvoir qui se sont exprimés fortement, c'est ça la vérité. Maintenant, je crois également que relativement à la question que vous avez posée, celle consistant à témoigner du nombre de morts relativement significatif anté-électoral, parce que c'est une nouveauté dans l'histoire électorale du Sénégal. Les pires moments de crise, n'est-ce pas, politique au Sénégal, à part le pic de 1925 et le pic de 1963, c'est bel et bien ce qui s'est passé en 2012 avec cette élection-là. Un nombre important de morts, mais quand même, somme toute, c'est regrettable. Nous nous inclinons, n'est-ce pas, devant la mémoire de ces gens-là, de ces disparus, mais tout compte fait, le peuple sénégalais a su savoir raison garder et maintenir le cap de son ancrage définitif dans la démocratie. C'est lui le grand gagnant de cette élection-là. Amadou Sall, quelle première leçon vous tirez de cette défaite qui s'annonce assez large du président sortant Abdoulaye Wade? Non, il n'y a pas de leçon à tirer particulièrement. Sauf que simplement dans une démocratie, il arrive un moment que tout le monde se taise et qu'on laisse le peuple s'exprimer. Parce que seul le peuple est détenteur de la légitimité et décide des mains entre lesquelles il va déposer son destin. La leçon qu'on en tire, on a fait une campagne, on a fait une bonne campagne, nous sommes dans une démocratie, une grande démocratie. La leçon, la première leçon, et peut-être même l'unique leçon, c'est que le peuple est seul souverain. Et c'est comme ça que ça doit être dans une démocratie. Mais ce troisième mandat a été très contesté. Est-ce que ce n'était pas finalement le mandat de trop? Mais non. Il était contesté. Mais n'oubliez jamais une chose qui est essentielle. Ils étaient 14 au départ. 12 ont été éliminés. Abdoulaye Wade n'en faisait pas partie. Il était devant avec 35% des voix. Et son second, l'actuel président élu, était à 10 points derrière. Mais toute l'opposition s'est ralliée pour le camp de votre adversaire. C'est le jeu normal des alliances. C'est parce que tout le monde s'est allié contre Wade, c'était du tout sauf Wade. Vous savez, le tout sauf Wade, nous ne sommes plus dans des catégories politiques, nous sommes dans des catégories émotionnelles. Parce que rien ne peut expliquer ce formidable rassemblement autour du tout sauf Wade. Donc, fondamentalement, au premier tour, il était devant et largement devant. Donc, ce débat sur sa candidature est un débat qui est réglé par le peuple sénégalais. En ce moment-là, par 35% des électeurs. C'est ça qui est important. Dans une démocratie, encore une fois, les voix ne se pèsent pas, elles se comptent. Et quand on a compté au premier tour,
il y avait 35 personnes sur 100 qui avaient dit « nous avons choisi Abdoulaye Wade ». C'est ça aussi une des leçons de la démocratie, qu'on laisse le peuple s'exprimer librement. Vous savez, dès le départ, on a parlé de confiscation de la volonté populaire. À l'arrivée, tout le monde a accepté, mais enfin, il y avait à la fois de la grandeur, parfois même une grande dignité, c'est-à-dire qu'on est assis sur un socle de valeurs. Et parmi ces valeurs, la démocratie. Avant de terminer cette première partie, quel va être l'avenir maintenant d'Abdoulaye Wade et de son parti? Est-ce qu'il va quitter définitivement la vie politique? Qui va lui succéder au sein du PDS? Quel avenir pour ce parti? Abdoulaye Wade est un combattant qui a traversé l'indépendance, 26 ans d'opposition, 12 ans d'exercice du pouvoir. Il laisse un lait extrêmement important. Notre avenir, les Sénégalais le diront, mais notre avenir, c'est d'abord notre volonté. C'est d'abord notre confiance, notre foi aux valeurs de notre parti, du libéralisme. Mais nous y croyons. On a l'impression qu'Abdoulaye a du mal à désigner un successeur. Qui va pouvoir reprendre le flambeau du côté du PDS? Est-ce que le parti ne risque pas de disparaître? Vous savez, nous ne sommes pas dans une autocratie. Nous ne sommes pas des autocrates. Nous sommes des démocrates. Démocratiquement, nous allons choisir quelqu'un qui portera le flambeau et qui va continuer le combat. Nous sommes assez nombreux, nous sommes assez valeureux, nous sommes assez compétents et nous croyons à la démocratie. Nous sommes un pays démocratique, nous sommes un parti démocratique dans un grand pays démocratique. Merci beaucoup Amadou Sall d'avoir été notre invité dans cette première partie de ce débat. Nous allons à présent aborder en deuxième partie les défis qui attendent le futur président. Et je vous propose tout d'abord de regarder les 3 grandes priorités qu'il a définies. Le futur président Macky Sall a donc défini 3 grandes priorités. La réduction du coût de la vie, la lutte contre le chômage et des mesures pour améliorer la gouvernance. On va en parler dans cette deuxième partie avec Djiby Diaraté. Vous nous avez rejoint sur ce plateau, vous êtes sociologue ici à Dakar. On a entendu beaucoup de promesses pendant cette campagne de la part de Macky Sall. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de promesses? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir très rapidement des déceptions au sein de la population? Oui, je crois qu'il y a eu quand même des propos de campagne qui ont été tenus pratiquement par tous les candidats. Macky Sall, en ce qui le concerne, notamment entre les 2 tours, a émis un ensemble de promesses. Et c'est pour cette raison qu'il me semble qu'aujourd'hui, les Sénégalais, après la proclamation de sa victoire, n'ont pas été dans la liesse populaire exagérée, simplement parce que tout est chantier au Sénégal. La situation est complètement difficile sur tous les plans. Et justement, on attend Macky à l'œuvre. Mais je crois que le plus important, finalement, c'est la négociation de ces promesses. Le plus important aujourd'hui, pour les Sénégalais, c'est d'avoir un pouvoir moins arrogant, qui s'enferme moins dans un protocole de confinement, qui discute plus avec les Sénégalais, qui soit plus humble et qui se met au même niveau que les Sénégalais. Un pouvoir moins vertical, qui pose la question de la vertu, la question des valeurs, la question des principes éthiques au centre de tout système de gouvernance. Alors à ce niveau-là, il me semble effectivement qu'il y a une attente très forte. Luc Malick Sarr, il faudra aussi prendre très rapidement des mesures concrètes, des décisions concrètes. Quelle sera la première mesure que prendra Macky Sall en tant que président? Madame, d'abord, je ne suis pas d'accord sur le concept de promesse agité le plus souvent. J'enseigne ça, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Macky Sall dit que je ne promets pas, je propose. On peut s'accorder ou non avec la proposition, mais définissons ce qu'il dit comme proposition. Autre élément, la première des priorités, aujourd'hui, nous avons des urgences. Macky Sall observe une dichotomie entre les urgences et les priorités. Et au sein de ces priorités, il y a ce qu'elle considère comme des surpriorités. Les urgences, les questions qu'il faut régler immédiatement, ce sont d'abord les prix des denrées de première nécessité. Ensuite, l'emploi. C'est fondamental, l'emploi et l'éducation. Il a promis de créer 500 000 emplois, par exemple. Donc ça, comment ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique? Comment il va le faire? Qu'est-ce qu'il va mettre en place très rapidement pour arriver à ce chiffre-là? Absolument, madame. C'est là que vous verrez bien que la promesse est différente de la proposition. Macky Sall dit, je vais créer ce qu'on appelle le fonds GIP, le Fonds national de garantie des investissements prioritaires, lequel fonds aura à charge, c'est extrêmement important, dans ses grandes missions de gérer l'emploi.
500 000 emplois, comment? Il dit, chaque année, rien que sur le budget de téléphone de l'État, on dépense 49 milliards de francs CFA. Il faut régler ça. Il faut réduire ça d'au moins un dixième. Donc réduction des dépenses de l'État très rapidement. Un. Deuxième élément, il dit, il faut, c'est extrêmement important, diminuer la taille du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, c'est 37 ministres. Si on y ajoute les ministres conseillers avec les mêmes avantages, on est proche de 100. Il faut régler ça. Troisième élément, il dit, nous avons des agences qui bouffent beaucoup plus d'argent qu'elles n'en génèrent. On ne peut plus compter les agences qui prévalent au Sénégal. Il faut réduire ça. Vous allez supprimer un certain nombre d'agences. Les 2/3. Il y a aussi le système irrationnel d'installation des ambassades. Il y a des pays dans lesquels nous avons des ambassades sénégalaises que nous-mêmes nous avons des difficultés à repérer géographiquement. Il dit qu'en tout et pour tout, ça nous ferait l'économie de 183 milliards. Il y a d'autres éléments, d'autres niches, à l'intérieur desquels il pourrait y avoir possibilité de puiser et qui sont farfelus. Nous avons rien que sur le budget de 2012 déniché des dépenses somptuaires absolument irrationnelles qu'aujourd'hui nous avons déniché de l'ordre de 170 milliards. Le budget de la présidence de la République, madame, du Sénégal, est 3 fois le triple du budget de l'Élysée. Donc vous comprenez que ça, c'est irrationnel dans le cadre d'une politique. Si on fait tout ça, nous pensons pouvoir disposer d'une manne qui serait injectée dans le secteur de l'emploi. Djiby Diarraté, on a l'impression que les Sénégalais sont très vigilants, parce qu'on a vu quelques scènes de liesse hier soir pour célébrer la victoire, mais finalement aujourd'hui on voit que rapidement la situation est revenue dans le calme, il n'y a pas des célébrations pendant toute la journée. Ça veut dire que les Sénégalais attendent de voir, attendent de juger sur pièce Macky Sall? Oui, il faut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, le mal est profond au Sénégal. La situation est excessivement difficile et c'est un chantier immense. Je crois que pour Macky, ce serait important, après tout ce que mon ami Malik vient de dire, de mettre l'accent quand même sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Qui sont les... Parce que l'emploi aussi, c'est booster l'économie. Ce n'est pas seulement des coupes sur le plan budgétaire, ce n'est pas des réductions par-ci et par-là. C'est donner un souffle à l'économie. Donner un souffle à l'économie rurale, donner un souffle à cette industrie qui se heurte de plus en plus à des difficultés, organiser davantage le secteur tertiaire, le service, etc. Et encore une fois, mettre beaucoup plus d'éthique dans le système de gouvernance. Parce qu'on s'est rendu compte, évidemment, que sous l'ère Wade, il y a eu 2 générations. La première génération de Wade, qui était un président engagé à travailler dans le sens de promouvoir le pays, la citoyenneté, la justice, etc. Et puis il y a une deuxième génération de Wade qui a pris goût au pouvoir et qui a commencé à développer une gestion totalement patrimoniale et solitaire du pouvoir. Je crois que les Sénégalais attendent des ruptures par rapport à cela. Une nouvelle gestion du pouvoir, un nouveau mode de gouvernance qui soit plus respectueux du citoyen sénégalais qui veut se présenter désormais, non pas seulement comme un simple citoyen, mais comme un actionnaire du pouvoir. Un actionnaire, c'est quelqu'un qui fait un investissement et qui réclame sa dividende. Est-ce que la population attend également une mesure concrète dans le secteur de l'électricité? Vous n'en avez pas parlé, mais c'est vrai que ces coupures d'électricité, elles ont vraiment agacé la population. Ça, on le sent très très fort encore maintenant ici à Dakar. Est-ce que là, vous allez pouvoir faire quelque chose dans ce secteur-là? Ça, c'est des propositions concrètes que les gens attendent. Madame, vous voyez, je suis fondamentalement d'accord avec le professeur Diarraté quand il dit que c'est un pays aujourd'hui à volo, un pays à genoux. Tout est à refaire. La situation actuelle qui prévaut, s'il n'y a pas de liesse aujourd'hui, au lendemain de fêtes assez significatives, en plus de ce qu'il a dit, à mon avis, s'explique par d'autres éléments également sur lesquels je n'insiste pas. Le premier, c'est qu'en Afrique, madame, hélas, il est admis en sciences politiques, c'est visible, qu'aucun pouvoir n'est débouté d'un premier tour. Tous les pouvoirs africains, dans une élection, sont toujours présents au premier tour. Soit ils raflent la mise au premier tour, soit ils sont amenés au second tour. Et à chaque fois qu'ils sont amenés au second tour, c'est pour perdre le pouvoir. Ça, c'est une loi absolue. Donc ça, c'est en sciences politiques ce qu'on appelle la normativité Gessner. Ça, c'est extrêmement important. L'autre élément sur lequel j'insiste, l'écart entre le candidat Wade et le candidat Macky Sall était tellement profond en faveur de notre candidat qu'il n'y avait pas de doute sur le final du processus. Donc, il n'y avait pas de surprise. Alors, troisième élément sur le secteur, en fait, voilà ce que nous avons dit, madame. Nous avons 5 priorités et 3 cibles. Les 3 cibles,
vous m'avez permis de le dire, ce sont les jeunes, les femmes et le monde rural. Relativement à l'électricité, nous avons dit que l'erreur fatale du pouvoir actuel, c'est de se brancher sur exclusivement l'énergie fossile, donc à partir du pétrole. Nous ne maîtrisons pas les flux et les coûts du baril du pétrole à l'échelle mondiale. Or, nous avons d'un point de vue naturel deux éléments phares sur lesquels je n'insiste pas. C'est le soleil et l'eau. On verra. En tout cas, les Sénégalais attendront de voir ce que vous faites concrètement sur le terrain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités dans cette émission spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Pascal Allier et à toute son équipe pour la réalisation. Restez sur France 24 tout de suite. D'autres informations. Cette campagne, elle trahit l'intérêt véritable des Français. L'écologie, c'est la solution à nos problèmes. Ce n'est pas un problème. Peuple de France, mettez à Nicolas Sarkozy un carton rouge. Soyez là et nous réussirons le changement. Le changement, j'y suis prêt. Nous sommes nombreux à être ceux qui résistent, ceux qui résistent, ceux qui résistent. Aidez-moi à rassembler le peuple de France. Vous êtes le peuple de France. Présidentielle 2012, à suivre en direct sur France 24.